Si vous ouvrez un livre parlant de l'océan, il y a fort à parier qu'une très grande majorité des espèces qu'on vous y montre, soit du genre baleine, thon, saumon, requin-marteau, méduse, tortue, pieuvre ou cachalot. Sauf qu'étrangement, ces animaux ne représentent tous réunis qu'une infime portion de la masse totale des vivants évoluant dans l'océan. Océan dont les principaux habitants sont les organismes unicellulaires, qui représentent eux environ les 2/3 de la biomasse totale des organismes marins. Je le redis autrement un peu pour vous mais aussi beaucoup pour moi, les 2/3 de la masse de toutes les créatures vivant actuellement dans les océans sont invisibles à l'œil nu. Cette soupe de vie microscopique est en très grande partie constituée de phytoplancton, des êtres unicellulaires qui sont, comme les plantes, capables d'utiliser l'énergie du soleil pour produire de l'oxygène à partir de CO2 et de nutriments. Et sans l'existence de ces organismes minuscules, absolument aucun des géants des océans, dont j'ai fait une liste à la Prévert en introduction, ne pourrait exister. Pourtant, pendant longtemps, ces invisibles ont été les grands oubliés du vivant. Heureusement, des expéditions océanographiques comme celle menée par la goélette Tara, et à bord de laquelle j'ai récemment eu la chance d'embarquer pendant près de 2 semaines, permettent de remettre ce fascinant monde microscopique au centre de l'attention qu'il mérite. Car ces organismes microscopiques sont le principal sujet d'étude de cet immense voilier océanographique, qui, depuis maintenant 15 ans, sillonne les mers du globe pour se plonger dans l'étude des vivants qui, trop petits pour opposer de résistance durable au mouvement des masses d'eau, sont entraînés au gré des courants, et que l'on a coutume d'appeler plancton. Mais avant de vous expliquer en quoi ces missions sont venues bousculer ce que l'on pensait savoir de la diversité du vivant, il faut que je vous fasse toucher du doigt à quel point ce microbiome envoie du lourd sur la balance. Songez que les organismes unicellulaires constituant le phytoplancton sont parfois si nombreux qu'ils en viennent à se manifester sur des proportions de la surface de nos océans si grandes que l'on ne peut véritablement en saisir toute la démesure qu'en prenant de la hauteur et en baissant les yeux. Pris individuellement, le phytoplancton est minuscule, presque invariablement invisible à l'œil nu. Mais lorsque ces unicellulaires fleurissent par milliards, lors de phénomènes appelés blooms, ils peuvent alors former des regroupements si vastes qu'ils deviennent littéralement visibles depuis l'espace. Les nappes de couleurs que vous voyez actuellement à l'écran, immortalisées par des satellites d'observation, sont des floraisons gigantesques de phytoplancton, qui peuvent s'étaler sur des territoires délirants de dizaines voire centaines de kilomètres de large. Ces blooms saisonniers se forment majoritairement aux hautes latitudes à la fin de l'hiver et au début du printemps, le long de l'équateur dans les océans Pacifique et Atlantique, ou le long des côtes et des plateaux continentaux, là où viennent se jeter les fleuves, et où remontent depuis les profondeurs les courants froids riches en nutriments. Ici, au large du sud-ouest de l'Angleterre, et en mer du Nord. À la fin du printemps, l'on peut couramment voir depuis l'espace se former à la surface des proliférations massives d'organismes unicellulaires phytoplanctoniques, là où d'intenses vents viennent mélanger les eaux de mer peu profondes et faire remonter les nutriments sous un soleil retrouvé. Et vu que ces proliférations de phytoplancton se concentrent là où sévissent de puissants courants, alors il est fréquent, après de fortes tempêtes, de voir ces créatures microscopiques colorées, dessiner l'orientation des mouvements d'eau, le sens des écoulements, comme tracer les contours de tourbillons. À chaque fois, les couleurs de ces floraisons nous donnent des indications sur les espèces qui y prolifèrent, car nombre d'entre elles possèdent des pigments bien particuliers et réfléchissent des types de lumière différents, pouvant tirer vers le vert, le rouge ou le brun. Et voilà que la mer Noire se teinte de blanc. Ici, au large de la Mauritanie, cette langue d'eau verte tire sa couleur d'une forte concentration dans l'eau d'un type de phytoplancton appelé diatomée, algue microscopique dotée de coquilles de verre, encapsulant beaucoup de chlorophylle. Sur ces autres images en couleur naturelle de la mer Baltique, les immenses nappes verdâtres, dont certaines peuvent atteindre des centaines de kilomètres de large, sont le fait de blooms d'unicellulaires très différents des diatomées, mais réalisant eux aussi la photosynthèse des cyanobactéries, qui se reproduisent dans cette mer pratiquement fermée presque chaque année à la fin de l'été. Pour se rendre compte de la taille sidérante que peuvent prendre ces nappes d'organismes, songez que sur cette image, les lignes sombres et droites sont toutes produites par le passage des navires, qui de leurs remous viennent fendre les blooms. En 2019, les floraisons de cyanobactéries ont recouvert jusqu'à 200 000 km² de surface de la mer Baltique, soit un peu moins de la moitié de la superficie de la Suède. Si les blooms de cyanobactéries atteignent de telles proportions dans cette région du monde, c'est que cette mer pratiquement fermée est continuellement alimentée en phosphate, un nutriment provenant du ruissellement des eaux de pluie, arrosant les terres agricoles abondamment alimentées en engrais qui entourent la Baltique. Le fait que de telles quantités de vie puissent en quelques jours à peine se former peut sembler être une très bonne nouvelle. Ces immenses blooms sont en effet, la plupart du temps, l'occasion de grands festins pour toutes sortes d'animaux marins. Sauf que ces oasis de vie peuvent aussi s'avérer être à terme des nappes de mort.
D'une part, certaines microalgues peuvent en grande quantité se révéler toxiques, et surtout les quantités démentielles de phytoplancton ainsi créées, et qui vont, une fois morts, couler au fond de l'océan, peuvent engendrer le développement d'immenses colonies de bactéries qui, en se décomposant, épuisent autour l'oxygène dissous dans l'eau si rapidement qu'elles en viennent à étouffer les organismes alentours en créant des zones mortes. Des zones pratiquement dépourvues de vie, où bivalves comme crustacés incapables de s'oxygéner périssent, tout comme bon nombre de poissons qui, s'ils ne fuient pas suffisamment rapidement, perdent connaissance et meurent d'asphyxie. Pour bien se rendre compte de l'activité saisonnière et surtout de l'ampleur à grande échelle de ces floraisons, il faut se plonger dans cette animation réalisée par le MIT, et qui nous donne à voir les variations au cours du temps, des types dominants de phytoplancton à la surface des océans de notre planète. Chaque couleur correspond à une espèce dominante, et plus la quantité de vie présente est importante, plus l'opacité augmente. Cyanobactéries, dinoflagellés, aptophytes ou diatomées sont autant de formes de vie délicieusement exotiques qui, au même titre que les plantes terrestres, vivent au rythme des saisons. La prolifération saisonnière des diatomées, ici représentée en rouge, est pratiquement responsable à elle seule de l'explosion chaque année, au printemps dans les hautes latitudes de la population de krill. Krill qui va par la suite nourrir baleines, phoques, léopards de mer, calmars, manchots, albatros et un grand nombre de poissons, pour ne citer qu'eux. Et voilà que, bien que de taille dérisoire, ces invisibles à l'œil nu qui constituent le phytoplancton forment ensemble la colonne vertébrale de l'océan. C'est en observant les changements d'activité et de couleur de la surface des océans qu'on a pu estimer que toute espèce confondue, le phytoplancton marin réalise la moitié de la production primaire de toute la planète. En utilisant l'énergie du soleil, ces micro-organismes photosynthétiques transforment la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau, en sucre et en oxygène. Ou pour le dire autrement, en nutriments, en énergie assimilable pour les vivants qui ne savent pas manger du soleil. C'est pourquoi on dit des photosynthétiques qu'ils sont des producteurs primaires, c'est-à-dire des organismes se suffisant à eux-mêmes, capables de produire de manière autonome la matière organique sur laquelle va ensuite s'appuyer toute la pyramide alimentaire. Crustacés, poissons, invertébrés des grands fonds, requins, baleines, tous autant qu'ils sont, sans exception, dépendent de l'existence du phytoplancton pour vivre. Et pourtant, ces organismes unicellulaires ne finissent nullement à leur menu. Ils sont seulement le plat de résistance de la quasi-totalité du zooplancton. Petits crustacés dérivant eux aussi dans le courant, tels que les copépodes, les crevettes ou le krill, et qui, après s'être gavés de phytoplancton, vont être mangés par de petits carnivores, poissons, céphalopodes, comme étoiles de mer, qui eux-mêmes seront à leur tour, pour partie consommés par de plus gros prédateurs, et ainsi de suite, jusqu'au dernier maillon de la chaîne alimentaire. En fait, si le phytoplancton marin avait des épaules, celle-ci porterait la quasi-totalité de l'écosystème marin, et par ricochet indirectement, 600 millions d'humains qui aujourd'hui dépendent de la pêche et de l'aquaculture, d'une manière ou d'une autre, pour vivre. Si vous avez mangé une petite tranche de thon récemment, alors vous avez très indirectement mis plus d'1 tonne de produits de la mer dans votre assiette. On estime en effet qu'une tonne de phytoplancton permet d'alimenter 100 kg de zooplancton, qui peuvent nourrir quelques 10 kg d'alevins, de crustacés et petits poissons, qui peuvent eux-mêmes substanter 1 kg de poissons de taille intermédiaire, pouvant à leur tour nourrir 100 g de thon. Et là où ça devient d'autant plus bizarre, c'est qu'on estime qu'il y a en masse dans l'océan 5 fois plus de consommateurs que de producteurs. Tandis que sur la terre ferme, les producteurs primaires, les plantes, représentent 80% de la biomasse totale. Pour toucher du doigt à quel point cela est étrange, imaginez une savane comprenant en masse 5 fois plus de lions que de gnous. Ou si vous préférez, un pré saturé de chèvres, et où pourtant tous les ongulés seraient nourris à satiété par la seule herbe poussant sous leurs sabots. Ce type de configuration, où l'on retrouve bien plus de consommateurs que de producteurs, n'existe pas sur les continents, tandis qu'il est la norme dans les océans. Et si ce tour de force y est rendu possible, c'est que les organismes unicellulaires photosynthétiques en présence de nutriments adéquats et de lumière sont capables de se renouveler à toute vitesse. Songez que contrairement aux arbres, qui avec leur temps lent peuvent vivre et croître pendant des décennies, voire des siècles, des organismes unicellulaires tels que les diatomées peuvent se répliquer 1 fois par jour, tout en ne vivant que rarement plus d'1 semaine. Et c'est grâce à ce foisonnement de vie à l'échelle microscopique que le réseau trophique marin peut entièrement reposer sur un petit peuple 5 fois plus léger que lui. Un petit peuple des océans qui, non content de nourrir la quasi-totalité des grands organismes évoluant dans l'eau, renferme également des formes de vie dont nous ignorions encore il y a peu la diversité et l'extrême importance. Au cours des 3 derniers siècles, avec le développement de la biologie, l'on a essentiellement cherché la diversité dans le grand arbre de la vie, là où l'on pensait la trouver, du côté des plantes et des animaux. Et puis, au cours des dernières décennies, avec la mise en place de nouvelles techniques d'analyse,
d'abord la microscopie et ensuite la génétique, on s'est mis à découvrir les mondes des virus, des bactéries et des champignons, tout en passant pendant longtemps à côté d'organismes vivants dont on ne parle pratiquement jamais, et qui devraient pourtant faire la une de tous les journaux, au vu de l'importance qu'ils ont à l'échelle de la planète, les protistes. Une grande partie du phytoplancton est de ce type étrange, unicellulaire, eucaryote. C'est-à-dire que leurs cellules, comme les nôtres, renferment une majorité de leur matériel génétique dans un noyau. Mais les protistes ne sont pas des animaux ou des plantes, et pourtant beaucoup sont incroyablement complexes, et très souvent, ils font de la photosynthèse, et ils mangent. L'analyse des échantillons prélevés lors des expéditions menées par Tara a permis de révéler une partie de l'insoupçonnée richesse de ces formes de vie minuscules, en triplant le nombre d'espèces de protistes estimées, et en montrant qu'il y a vraisemblablement dans l'océan 10 fois plus d'espèces d'eucaryotes que ce que l'on soupçonnait avant. On a par exemple découvert qu'une grande partie des eucaryotes planctoniques évoluant dans la couche supérieure ensoleillée de l'océan sont des diplonémides, une famille d'êtres vivants dont vous n'avez très certainement jamais entendu parler, alors qu'ils sont probablement, et de loin, le groupe le plus diversifié des organismes marins. Aujourd'hui, cette vie microbienne visible en groupe depuis l'espace constitue une nouvelle jungle à explorer. S'intéresser aux vivants sur notre planète sans la prendre en compte, c'est un peu comme faire un quart de nuit avec une partie des écrans radars éteints. Vous progressez dans l'obscurité en ignorant la diversité et l'ampleur de ce qui vous entoure. Pour les scientifiques, étudier ces communautés microbiennes qui se reproduisent et évoluent rapidement, tout en étant très sensibles aux perturbations de leur environnement, est un moyen de prendre le pouls des océans et de faire leur bilan de santé. Et en ce sens, ces organismes microscopiques sont le canari dans la mine de charbon, car ils permettent de mettre en alerte, comme de mieux comprendre et anticiper les effets du réchauffement climatique. On a ainsi pu montrer qu'avec l'augmentation de la température des couches supérieures de l'océan, les populations de diatomées, les algues phytoplanctoniques les plus répandues sur notre planète, ont diminué de plus de 1% par an entre 1998 et 2012. Le phytoplancton remplit nos assiettes. Nourriture pour l'esprit et la recherche, il est encore loin de nous avoir livré tous ses secrets. Au cours de l'expédition actuellement menée par Tara et qui s'intéresse aux impacts des activités humaines sur la biodiversité des écosystèmes des côtes européennes, le voilier en lui-même n'est qu'une partie d'un édifice beaucoup plus grand. Ainsi, à l'aide de techniques développées par le laboratoire européen de biologie moléculaire, on est désormais capable de cryogéniser des échantillons d'1 millilitre d'eau de mer, sans détruire la structure de ses habitants. En les soumettant en un temps ridiculement petit à 2000 bars de pression et à une température de moins de 100 degrés Celsius, on peut vitrifier l'eau, c'est-à-dire la changer en glace, en évitant la formation de cristaux. À la suite de quoi, l'on va remplacer l'eau vitrifiée par une sorte de résine, avant de remonter l'échantillon de plancton à température et à pression ambiante. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui en mesure, avec cette technique couplée à une microscopie en très haute résolution, de voir la structure préservée, la finesse de ces organismes avec une précision jusque-là inégalée, et ce, en 3 dimensions. Maintenant que vous avez vu l'invisible et que vous savez que rien ne se ressemble moins que 2 gouttes d'eau, j'espère que vous regarderez autrement l'océan et sa richesse microscopique. Un immense merci à toute l'équipe de Tara pour m'avoir permis de monter 2 semaines à bord du voilier. Grâce à eux, j'ai pu découvrir la beauté du monde microscopique et me rendre compte que faire de la science en mer peut parfois s'avérer être une entreprise aussi réjouissante que compliquée et sportive, pour les scientifiques comme pour les marins. Car lors de mon séjour dans la goélette, on a eu en tout et pour tout une seule et mince fenêtre de météo clémente. Le reste de l'expédition, les conditions de tournage ressemblaient plutôt à ça. Et malgré tous les nuages menaçants, les tangage et les roulis, les tempéraments à bord sont restés invariablement radieux. Encore un immense merci à eux. Un grand merci à Christian Sardet et aux Macronautes pour m'avoir permis de vous partager une partie des images magnifiques qu'ils réalisent de ces myriades de créatures aquatiques minuscules. Vous pouvez retrouver sur www.planktonchronicles.org et dans l'ouvrage Plancton aux origines du vivant, encore plus de ces clichés saisissants.